Bonjour. Alors on se présente, nous sommes tous les deux de la société Arcadis, moi-même Philippe Graille, Luc Moscone. Alors pour ma part, sur le projet, je vais enlever le masque, ce sera mieux. Sur le projet Calais-Port 2015, Arcadis était en charge de l'ingénierie intégrée du marché de conception-réalisation, emmené par le mandataire Bouygues. Et Arcadis était en charge, entre autres, de l'ingénierie des ouvrages maritimes. Et j'avais cette responsabilité depuis donc, 2014, donc depuis 7 ans. Pour sa part, Luc était, lui, en charge de la géotechnique, reconnaissance, mais la géotechnique au sens large, les dragages, les remblaiements hydrauliques, les remblaiements terrestres, ainsi que les traitements de terrain. Alors, un petit retour sur le projet. Donc, les objectifs du projet. On verra ensuite quelle est la structure du montage du projet. C'est un rappel rapide. Il y a eu pas mal de communication autour de ce projet, qui est un projet d'actualité, puisque la semaine dernière, il était inauguré en grande pompe. Donc c'était jeudi dernier, pour une mise en service au 4 octobre. Et pas mal d'articles sont sortis, vous le connaissez plus ou moins, en particulier dans la revue Travaux, il y a eu un certain nombre d'articles, et il y en aura d'autres parce que tous les sujets n'ont pas été forcément épuisés. Un rappel des objectifs du projet. Tout d'abord, il faut massifier le transport maritime entre Calais et Douvres sur le détroit. Donc ça passe par l'augmentation de la taille des navires, augmentation de la longueur, augmentation du tirant d'eau. On peut tout de suite voir que sur cette vue aérienne, alors mon pointeur fonctionne, l'ancien bassin, le bassin Henri Ravis, avec deux ferries qui appareillent et qui évitent. Éviter en langage maritime, ça veut dire tourner, pour pouvoir mettre l'étrave en direction de la sortie et partir sur Douvres. Et on voit donc le très faible rayon d'évitage dont il dispose dans l'actuel port, et ce sera encore pire lorsque les navires feront 240 mètres. Ce n'est plus possible dans l'actuel port. Et d'ailleurs, il y a eu des incidents encore récemment, il y a quelques années. Donc il était important de disposer d'un très grand bassin maritime, donc en prévision de l'augmentation des trafics, de la taille des navires, en tirant d'eau en longueur, et en intégrant l'évolution des modes de transport, évidemment, les transports multimodal. Et un autre point très important, c'est les autorités politiques avaient le souhait de doter la région Nord-Pas-de-Calais d'un outil. Et quand on voit le grand bassin avec cette digue de 3 km 300, on peut se poser des questions. Un si grand ouvrage de protection pour 3, je dirais, malheureux postes en fond, on peut se dire, n'est-ce pas démesuré? En fait, la volonté politique, c'est de disposer d'un outil pour les 50 prochaines années, évolutif, avec possibilité d'adjoindre de nouveaux postes. Il y en a encore 4 ou 5 qui peuvent prendre place et d'avoir des terre-pleins en arrière. Alors, le montage contractuel, la région, c'est l'autorité concédante qui a passé un contrat de concession avec la Société d'exploitation des ports du Détroit pour 50 ans, donc pour une mise en service en 2021, qui elle-même a subdélégué à une société de projet, la SPD, la Société des ports du Détroit, qui a pour charge de préparer le montage financier, de faire construire l'ouvrage et de l'entretenir pendant la durée de la concession. Et pour ce faire, pour la partie construction, a lancé un appel d'offres et a retenu, dans le cadre d'un marché de conception-réalisation, le groupement emmené par Bouygues, mandataire, mais également avec SPI Batignolles. Alors avec Bouygues, il y a les entreprises du groupe en termes de terrassement VRD, également côté SPI Batignolles la même chose avec Valérian Mallet. En termes de dragage, c'est la grande entreprise de dragage Yann Denul, belge, et une ingénierie intégrée dans ce marché de conception-construction, donc emmenée par Arcadis, qui était mandataire, et avec la participation des ingénieries des entreprises du groupement. Et avec en sous-traitance des études spécifiques hydrauliques, une assistance technique vis-à-vis de l'outillage par l'entreprise Spretec, et les architectes Apsis et Polynôme.
Alors, on a choisi d'apporter un éclairage sur deux sujets. Alors, on ne va pas en 20 minutes parler de ce projet qui a pris 6 ans d'études. Et les deux sujets qu'on a choisi de présenter ont un point commun qui est évidemment le sable, qui est constitutif des remblais, mais également un autre point euh, comment dire, on est confronté quand on est en études de conception-réalisation, on réalise les études d'avant-projet, de projet, d'exécution souvent, et on assure la supervision des travaux. On assure tout ça, et donc on fait un certain nombre d'hypothèses, et ces hypothèses, on fait des beaux modèles de calcul, et on a la sanction du résultat. Et dans les deux cas qu'on a choisi de vous présenter, la sanction du résultat, c'est finalement, est-ce que les mesures qu'on met en place, les méthodologies que l'on a prévues, est-ce qu'elles sont suffisantes pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Avec toujours cette appréhension de l'ingénieur qui, in fine, se dit, au moment du déroulement des travaux, est-ce que le phasage qu'on a envisagé avec le constructeur n'est-il pas trop compliqué? Est-il réalisable? Est-ce que l'on a pris suffisamment en compte les événements tempétueux? On est en site maritime, exposé, c'est fondamental. On le verra dans notre présentation par la suite. Et in fine, est-ce que la nature, est-ce qu'on l'appréhende correctement? Et donc, il est très important de mettre en place des moyens de contrôle pour s'assurer que les objectifs sont bien atteints. Alors, je laisserai la parole à Luc pour présenter le premier éclairage au niveau des remblaiements hydrauliques. Donc bonjour, je vais vous présenter les travaux de remblaiement hydraulique, de confortement de sol et puis de suivi de tassement qui ont eu lieu tout au long du projet de Calais Port 2015. Je passe sur les aspects reconnaissance de sol qui ont bien été présentés au préalable et qui ont effectivement eu lieu également par Jacob notamment sur le projet pour arriver directement à la phase de remblaiement hydraulique. Deux phases de remblaiement hydraulique principales. Donc, la première qui s'est déroulée de juillet à août 2016. On parle d'environ 800 000 m3 de sable qui ont été dragués par une drague à des agrégateurs. Comme vous le voyez ici sur l'écran. Le principe, c'est simplement une drague qui papillonne sur les zones de dragage et qui refoule directement à terre via le sable, la mixture en fait, qui est composée de eau plus sable. En fait. Cette première phase de dragage, elle était sur la zone grisée ici, et elle a été réalisée à l'aide d'un cavalier provisoire en fait, que l'entreprise est venue constituer préalablement de façon à former le premier casier. Deuxième phase de dragage, en fait, elle a eu lieu de mars à mai 2017. Donc là, on parle du gros volume de dragage, donc 3,2 millions de mètres cubes, qui a en fait toutes les zones colorées que vous voyez à l'écran, et qui a pu être réalisé après avoir réalisé le Perret Est, et puis après avoir fermé une partie de la digue principale de façon à constituer le casier principal. Il y a eu également un petit projet de dragage également sur le Perret Ouest et la zone de R1 qu'on voit à gauche. Simplement, les préchargements en fait, dont on va parler après est nécessaire à la consolidation d'une partie des sols, je vais revenir sur ça après, ont été mis en place directement lors de ce remblaiement hydraulique. C'est l'avantage de pouvoir conduire ce type de remblaiement. Je vais parler un peu de géologie et conditions géotechniques du site. Simplement pour vous dire que si on prend une coupe nord-sud, on a à peu près une géologie à peu près homogène, est-ouest, et j'ai choisi de vous représenter cette coupe nord-sud. Donc on est globalement sur un substratum constitué par l'argile des Flandres, qui est une argile raide et surconsolidée, qui peut tasser mais relativement faiblement, et progressivement dans le temps. Donc ce n'était pas le principal enjeu géotechnique du projet.
Par contre, du coup, au-dessus, on trouve des sables flandriens. Donc, c'est toute la partie jaune, orange et verte que vous voyez sur la coupe géologique. Donc, qui sont pour la plupart des sables moyennement denses à denses, sauf au droit de cette partie-là, en fait, où on a ce qu'on a appelé les sables silteux argileux lâches, SSAL, donc, qui sont en fait un enchaînement de couches silteuses, argileuses, donc, et qui, elle, est susceptible d'engendrer des tassements importants. Pour la partie remblai hydraulique, donc la reconnaissance qui est maritime a montré qu'on avait plutôt affaire à des sables relativement propres, et ce qui a donc permis de conduire les remblaiements et ensuite de pratiquer les travaux de traitement de sol, notamment par vibroflottation, dont je vais vous parler après. En termes de traitement de terrain, donc, je dirais que la conception des traitements de terrain en place et des remblais repose principalement sur deux grands objectifs. Le respect des objectifs de tassement imposés par le cahier des charges du projet. Donc, je vais parler des tassements après, et je développerai ce sujet après. Et puis l'atteinte d'un objectif minimal de densification pour les remblais hydrauliques qu'on vient mettre en place. Pour consolider la couche donc, de sable silteux argileux lâche, donc, on a mis en place des préchargements qui ont duré donc, 6 à 8 mois, donc directement, donc, ce que je disais, mis en place lors de la phase de remblaiement hydraulique. Et ce qui a conduit du coup à concevoir le projet de remblaiement hydraulique de façon à réaliser une première phase de remblaiement avec, globalement, on a un projet à la fin qui doit arriver à peu près à la cote plus 10,5 cote marine. Et du coup, le but du jeu était de constituer ces niveaux de plateforme de façon à ensuite de constituer les préchargements et ensuite simplement de pouvoir faire un mouvement terrestre de sable et d'avoir la bonne quantité de sable à la fin, quoi. Donc, de façon à ne pas avoir de déficit ni d'excédent de sable, ce qui, à l'échelle de 4 millions de mètres cubes de remblai, nous a quand même pas mal posé de réflexion. Bon. En termes de traitement des remblais hydrauliques, donc je dirais que les techniques mises en œuvre dépendent de l'épaisseur des remblais à traiter, de la nature de ces remblais, et de la méthode et des conditions de mise en œuvre des remblais par refoulement. À savoir que quand on est donc dans la zone de marnage, on va pouvoir densifier une première fois donc, les terrains lors de la phase de refoulement, de remblaiement hydraulique, par l'action combinée du compactage hydraulique, donc le départ de l'eau, et du passage en fait répété, donc des chenilles, des bulldozers qui viennent étaler au fur et à mesure cette espèce de plage de sable qu'on vient mettre en place, quoi. Donc ça constitue une première étape de densification. Ensuite est venu, parce que donc ça ne suffisait pas pour atteindre les objectifs de densification du projet, et surtout ça ne suffisait pas quand on était véritablement sous l'eau. On est venu réaliser des traitements de remblai hydraulique par deux techniques principales, par donc vibrocompactage et par compactage dynamique. J'ai mis simplement donc mais bon, je ne vais pas tout détailler, mais un tableau ici qui détaille en fonction des remblais donc qui rappellent les zones les étapes de remblaiement, les préchargements, l'enlèvement des préchargements et puis les traitements de terrain. Donc, voilà. Donc ça s'est étalé quand même pas mal dans le temps tout ça, quoi. Donc en termes de traitement de terrain, donc je parlais de vibrocompactage. On a été concrètement, on a défini donc par un plot d'essai au préalable une maille de compactage, donc qui était une maille triangulaire de 4,4 mètres. Et l'entreprise donc est venue travailler pour des raisons d'efficacité, avec deux ateliers et avec pour chaque atelier deux aiguilles montées en tandem, ce qu'on voit bien là au premier plan avec les deux aiguilles.
Alors, pour l'ensemble du projet, on parle donc de la surface traitée par vibrocompactage de 265 000 m² et on parle de 17 000 points de traitement. Le compactage dynamique, donc là c'est plutôt une technique assez classique, hein. Pareil, il y a eu un plot d'essai donc de réaliser de façon à déterminer la maille de traitement et également le nombre de coups appliqués à chaque point. Donc là, on est parti sur une maille de carré de 5 mètres avec une masse de 21 tonnes et une hauteur de chute de 20 mètres. On est monté jusqu'à 25 mètres pour des zones bien localisées où on voulait atteindre des profondeurs un peu plus importantes. Parce que globalement, on était sur une profondeur d'amélioration de 7 mètres. Et donc, bon, en termes de surface traitée, 162 000 m² et 16 000 points de traitement. En complément, et c'est assez important quand même de le signaler, c'est que ces deux techniques en fait, ne permettent pas de réaliser le compactage de surface suffisant. Donc, et on est venu soit après compactage directement après ces techniques, soit après enlèvement des préchargements. On est venu avec un compacteur polygonal, donc l'équivalent d'un V6, donc un gros compacteur avec une bille de 26 tonnes pour compacter en surface. Donc, globalement, on peut attendre avec ce type d'engin dans le sable une profondeur d'amélioration de 1 à 2 mètres. Le contrôle de la compacité, donc, c'est basé essentiellement sur le CPT. Donc, l'enjeu principal, la problématique principale était de fixer, par contre, en début de projet, un profil de résistance de pointe, donc objectif, qui est corrélé avec une densité objectif. Donc ça, on a utilisé pour ce projet la corrélation de Jamilkowski, mais bon, après, il y en a d'autres, mais c'est une principale problématique à régler avant de démarrer les densifications. Donc, en contrôle chantier, donc, on a réalisé donc, en campagne de référence, l'idée c'était de réaliser une campagne assez large, donc on parle quand même d'un CPT tous les 1000 m² pour définir donc, la densité atteinte après remblaiement hydraulique. Et puis ensuite, on est venu avec des campagnes de CPT de réception, en resserrant la maille, donc un CPT tous les 200 m², donc, et après traitement, donc vérifier que la densité était bien atteinte. Et le cas échéant, il y a eu des traitements complémentaires, notamment par compactage dynamique et une nouvelle passe de contrôle CPT. Donc j'ai remis simplement les quantités, donc qui sont quand même assez importantes. On avait là pour le coup 2 machines CPT qui travaillaient nuit et jour sur le chantier. Vis-à-vis des tassements, je dirais les critères de tassement à respecter donc en cahier des charges étaient assez ambitieux. On parle de tassement instantané absolu sous application des charges d'exploitation inférieures à 1 cm, mais on parle et surtout de tassement absolu différé pendant la phase d'exploitation, depuis la mise en service jusqu'à 25 ans après la mise en service, inférieure à 5 cm de tassement absolu avec un maximum de 0,5 cm par an avec juste la première année, donc une dérogation où on pouvait atteindre 1 cm. Donc la démarche, mais je pense que c'est une démarche classique pour vérifier ces objectifs. Donc on élabore des modèles géotechniques pour estimer le tassement sur la base des reconnaissances de sol. On estime les tassements à partir de ces modèles. On compare donc ça je parle encore de tout l'aspect conception, hein. On compare les estimations avec les critères définis. Et puis, le cas échéant, si nécessaire, toujours en phase d'étude, hein, on définit des traitements de terrain appropriés pour atteindre les objectifs de tassement. De là est sorti donc un plan de traitement de terrain. Et donc, voilà. Sur le chantier, donc, il faut donc vérifier ces critères. Attention parce que ces critères sont définis pendant la phase d'exploitation des terre-pleins. Donc il a été mis en place là pour le coup des bornes de suivi de tassement qui sont réparties sur l'ensemble des plateformes. Mais la problématique est que on ne peut pas attendre que le début d'exploitation pour simplement vérifier après coup que les critères seront bien atteints. Donc il a fallu donc imaginer un plan
de monitoring de tassement, de façon à pouvoir vérifier en cours de travaux que la validité des hypothèses et que ces critères pourraient bien être atteints donc une fois l'exploitation démarrée. Donc le plan d'instrumentation, donc j'en ai simplement mis un petit bout, et juste pour vous présenter donc, trois principales techniques qui ont été mises en place. Donc principalement, donc, ça s'est basé sur des plaques de tassement. Donc là, vous avez donc l'exemple de plaques de tassement. Donc c'est des tiges de 2,50 m de hauteur, donc avec une base carrée, quoi. Donc voilà. Qui ont été réparties sur l'ensemble de la plateforme. Il y a eu également des chaînes tassométriques qui ont été mises en place avant remblaiement hydraulique, et des extensiomètres magnétiques en forage, donc, qui permettent donc également le suivi des tassements. Donc je passe un petit peu rapidement. Pour l'exploitation des tassements, donc on a comparé directement les estimations avec les mesures. Donc là, on a un exemple de comparaison pendant la phase de préchargement. Et on a réalisé également ce type de comparaison donc après enlèvement de préchargement sur l'ensemble de la durée des travaux. Je suis obligé de décourter un petit peu. En termes d'extrapolation, généralement, on utilise plutôt la méthode d'Asaoka. Donc là, on est parti sur une méthode alternative, développée par méthode de Récordon et puis reprise par Baglin, un article super intéressant. Et donc qui a la même base théorique que la méthode d'Asaoka, mais qui permet en plus d'estimer les incertitudes sur les résultats. Donc c'est cette méthode qui nous a permis, qu'on a mis en place et qui nous a permis pour la phase préchargement d'estimer la consolidation primaire, et pour la phase également de fluage, consolidation secondaire, de vérifier que les critères pouvaient bien être atteints sur 25 ans d'exploitation, quoi. Je repasse du coup la parole à Philippe pour la partie P11, P12. Bon, on va faire plus vite que prévu, parce que Luc est bavard, mais il est passionné, donc c'est normal. De toute façon, en quelques minutes, on ne peut apporter qu'un éclairage sur un ouvrage qui pèse bien plus. Donc, on aura l'occasion de revenir. On a plein de sujets intéressants sur lesquels on pourra communiquer. C'est le dernier ouvrage réalisé. Et donc, c'est pour ça qu'on a assez peu communiqué sur le sujet. Donc, le MOL P11, P12, c'est un MOL. Alors, un MOL, c'est un ouvrage qui rentre en mer, qui est fondé dans les sables flandriens, 288 mètres de longueur, pour accueillir 2 postes d'accostage équipés avec les systèmes de bouclier défense d'accostage, avec des crocs à largage rapide. L'autre particularité, l'autre fonctionnalité, c'est que ce MOL-là doit accueillir 2 passerelles roulières flottantes avec double pont. Alors elles sont flottantes, articulées sur leur culée à l'arrière, et guidées par un pieu guide qui est liaisonné au MOL, au caisson. Voilà. Alors, la constitution du caisson, c'est un caisson en pale planche qui a été réalisé. Ce caisson est fondé donc à la cote -12, hein, après dragage de la darse, hein, les sables ayant été réutilisés pour les remblaiements hydrauliques, qui était un sable relativement propre. À partir de ces fonds dragués a été mis en place par vibrofonçage et par battage, les profilés. Alors on a choisi des HZM 1080 double pour les rideaux longitudinaux. Ensuite, pale planche intercalaire, relativement classique finalement, un seul lit tirant, la cote plus 1,50. Alors le 1,50, c'est pas le fruit du hasard, hein, c'était une volonté des concepteurs de pouvoir voir les tirants. Les plongeurs font leur boulot, ils le font bien, mais on estime que la supervision des travaux ainsi que le conducteur de travaux doit pouvoir voir à marée basse les tirants. C'est un organe capital dans la constitution du caisson. Donc 1,50 m, ça permet de le voir à quasiment toutes les marées. Une poutre de couronnement en béton armé relativement classique, même si elle est relativement importante, 3,50 m de hauteur, 2 mètres de large, avec des retombées de poutres, et des réhausses. Donc le tout faisant un ouvrage de plus de 22 mètres de hauteur.
Cet ouvrage-là est soumis à des efforts relativement importants. Les systèmes d'accostage, les ferries accostent vite, sans remorqueur évidemment, donc les manœuvres peuvent être parfois musclées, d'où des énergies d'accostage à absorber importantes et donc des dispositifs qui envoient des réactions dans la structure importante. On peut avoir ponctuellement du 500 tonnes, donc 500 tonnes à 22 mètres de hauteur sur le caisson, ça peut faire mal. Le mode constructif, donc quelques belles photos aériennes. Alors ce qui est merveilleux maintenant pour le suivi, c'est le drone qui permet d'avoir en temps réel, de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment un outil très intéressant, ne serait-ce que pour du visuel et de la communication. Donc 2 ateliers de battage, un atelier de battage sur Jack-Up qui assure la mise en place des rideaux. Un point particulier, c'est que volonté de mettre en place des rideaux intercalaires ici, ou appelés closoirs, hein, l'objectif étant de compartimenter la structure en cellules, d'une part pour gérer plus facilement les phases de remplissage, mais également et surtout en exploitation, il faut toujours avoir en tête l'accident, le ferry-fou qui arrive dans le caisson, et pour limiter la propagation de la perte du sable, essayer autant faire se peut à limiter à un caisson. D'où cette nécessité de mettre en place des closoirs qui compliquent un peu les choses. Dans le fonctionnement global, on a caisson d'extrémité le 1, ici, et puis le 10 côté est. Ces caissons sont autostables, ils sont tirantés transversalement et longitudinalement, équipés d'une lierne en tête, à la différence des caissons centraux qui, eux, ont un fonctionnement essentiellement transversal avec uniquement des tirants transversaux. Donc ici, une vue du caisson numéro 1, non, c'est le 10, pardon, c'est pas grave, avec quelques particularités, donc des tirants multi-articulés, très important, on ne veut pas concentrer de contraintes dans ces tirants, qui au cours des phases de remblaiement et au cours de la durée de vie de l'ouvrage risquent de se déplacer, mais avec à l'esprit une contrainte importante, c'est la phase travaux. Et c'est ce qui a guidé la mise en place, toute la méthodologie de réalisation, c'est la phase travaux et le risque de survenance d'une tempête. Une tempête sur des rideaux simplement fichés, des rideaux de plus de 22 mètres de hauteur. Ces rideaux-là, tout résistant qu'ils puissent être, ce sont des roseaux. Donc, premier point important, il faut s'assurer que si la tempête dure, est-ce qu'on endommage par phénomène de fatigue le potentiel résistant de la structure? Donc la résistance à la fatigue, il faut la vérifier vis-à-vis de la houle cyclique. Mais également, une deuxième problématique qui est, alors qu'on a résumé ici par ces petits schémas, on a la première phase où les rideaux sont battus, on fait une première phase de remblaiement de à peu près 2 mètres, vu l'encastrement et la raideur des rideaux que l'on a, aucun problème, quasiment pas de déformation du rideau. Ensuite, pour poursuivre les remblaiements intérieurs, il est nécessaire de mettre en place les tirants, pardon. Ces tirants-là donc, sont suspendus dans le vide, en fait, dans l'eau. Hein, donc tout un système de suspente. Mais pour poser des tirants en mer ouverte, ou presque ouverte, très difficile parce que ça bouge de quelques centimètres. Enfiler des manillons quand un rideau bouge, difficile. D'où la nécessité de prévoir des butons en tête, qu'on voit ici sur cette photo, et qui ont aussi le bon goût d'aider à la mise en place, au réglage du tirant. Et donc là, on peut, dans cette configuration-là, encaisser une tempête sans trop de problèmes, sauf que l'on a encore des risques de mise en compression du rideau, et mettre en compression le rideau avec des tirants installés, le risque, c'est de voir flamber le tirant et de casser le tirant. Donc ça, c'était une forte crainte, et donc de ce fait, on a imaginé un système que l'on devine ici avec ces plaquettes, et on place le tronçon intermédiaire du tirant légèrement plus bas que les autres tronçons, ce qui permet, par le jeu d'articulation des plaquettes, de reprendre les déformés du rideau. Et ensuite, avec le buton toujours en place, on remblaye, et à partir d'une certaine hauteur, il n'y a plus aucun risque de mise en compression du tirant, et la structure est mise en sécurité. Et là, la phase la plus critique est derrière nous.
Alors, les remblais, c'est jusqu'à la cote plus 7, donc la majorité des remblais intérieurs sont issus de dragage réalisé au large de la Belgique, enfin au large, c'est juste devant Zeebrugge, hein. Bon, c'est un sable type D1 au sens du GTR, très important d'avoir un pourcentage de fines faible, parce que l'objectif, évidemment, avec un tel sable déversé, la compacité est très, très faible, et on ne peut pas s'arrêter là. Il est indispensable de densifier, de compacifier les remblais. Et pour ça, le vibrocompactage semblait être la meilleure solution. Donc le taux de fine devait être limité et les fuseaux granulométriques devaient rendre le procédé adapté. Bon, donc ces précisions-là, de toute façon, la présentation, vous l'aurez. Une particularité, c'est une pathologie qui existe à Calais, qui a été constatée, qui est les sables fins flandriens avec un D50 de 0,35 mm, a le mauvais goût, sous l'effet des gradients hydrauliques, de se glisser au travers des serrures, et ce qui conduit à des pathologies, des petits fontis derrière le rideau. Donc, connaissant ce risque de pathologie, on avait deux solutions. Soit on choisit un matériau grossier. La difficulté, c'est quel D50 choisir. Donc ça restait quand même très subjectif. Ou alors de mettre en place un système de géotextile filtre qui ponte les serrures des pales blanches. C'est cette solution qui a été mise en œuvre après s'être assuré au travers d'un plot d'essai que la solution était réalisable et performante. L'amélioration de la compacité des remblais donc, passe par un traitement par vibroflottation, par vibrocompactage, pardon, avec une première partie, un plot d'essai qu'on a été obligé de réaliser dans un caisson. C'était le caisson le plus à l'est, réalisé par voie maritime, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'accès routier possible. Et ensuite, ça a été étendu, une fois qu'il y avait un accès routier, par des moyens terrestres, comme on le voit sur la photo. Un plan de traitement qui est figé par la position des tirants, forcément, donc pas possibilité de jouer sur le maillage, on ne joue que sur l'énergie mise en œuvre, avec adaptation de l'énergie pour les points de tir, pour les points de traitement réalisés proches des rideaux. Les objectifs et les résultats. L'objectif était d'obtenir une densité relative entre 60 et 70%. Globalement, les résultats sont allés bien au-delà de cet objectif. Déjà, on était tout de suite rassuré quand, à l'issue du plot d'essai, on voit la surface tassée de plus d'1 mètre. Petit calcul rapide sur site, 8% de densification. C'est bon, on tient le bon bout, ça rassure. Ensuite, une campagne de CPT complète, 90 CPT, avec la mise en évidence, ici, des densités relatives, des QC minimum à avoir pour obtenir les densités relatives escomptées. On voit qu'on est très largement au-dessus, un peu moins pour les CPT proches des rideaux, c'est normal, moins d'énergie ont été mises en œuvre, avec une particularité ici, c'est qu'une chute des... Alors qu'on a du sable ici et on a le sable flandrien en place. L'explication, elle est simple, mais elle est simple une fois qu'on la connaît, c'est toujours facile après, c'est qu'en fait, il y a une fine couche de silt qui s'est déposée durant la phase de mise en œuvre On a eu beau draguer correctement l'assise, en 6 mois de battage, les fines se sont déposées et on a 20 cm au fond. Alors ces 20 cm ne sont pas franchement gênants pour le fonctionnement, il fallait simplement s'assurer qu'en termes de tassement, leur contribution permettait de ne pas sortir des objectifs. Un dernier mot, le compactage terrestre au-dessus de plus 7, relativement classique, par couche de 0,50. En conclusion, je ne m'étendrai pas, simplement M. Barnadet avait raison, les travaux maritimes, c'est passionnant.